La mémoire est une fonction qui permet de conserver et de faire revenir consciemment quelque chose que l'on a appris antérieurement. Pour beaucoup de monde, il n'existe qu'un seul type de mémoire. En réalité, nous allons le voir dans cette vidéo, il est préférable de parler de mémoire au pluriel. Fonction cérébrale particulièrement complexe, la mémoire repose sur un système de stockage. Il existe plusieurs modes de stockage dont chacun a une capacité et une durée propre. En réalité, la mémoire est au centre d'une polémique pour les neuropsychologues qui sont les spécialistes qui s'intéressent à cette fonction mentale. En effet, pour les uns, il faut distinguer la mémoire de travail de la mémoire épisodique, elle-même différente de la mémoire à long terme. En ce qui nous concerne, nous considérons que l'homme présente au moins deux types qualitativement différents de stockage des informations, la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. La mémoire déclarative concerne le stockage et la récupération de données qu'un individu peut faire émerger consciemment, puis exprimer cette mémoire par le langage, d'où le terme de déclarative. La mémoire non déclarative, appelée quelquefois mémoire procédurale, n'est pas accessible à la conscience, contrairement à la mémoire déclarative, du moins dans les détails. Il s'agit de souvenirs qui concernent des associations et des savoir-faire, comme par exemple faire de la bicyclette. Les neuropsychologues utilisent également comme synonyme de mémoire déclarative le terme de mémoire explicite. Il en est de même pour la mémoire non déclarative, qu'ils dénomment quelquefois également mémoire implicite. En dehors des types de mémoire définis par la nature de celle-ci et dont nous venons de parler, on peut également classer les différentes formes de mémoire d'après la durée durant laquelle elles sont opérationnelles. Grosso modo, on distingue trois catégories temporelles de mémoire: la mémoire immédiate, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. La mémoire immédiate est tout simplement l'aptitude, la capacité, la possibilité de garder un événement en mémoire durant quelques dixièmes de seconde. La capacité de la mémoire immédiate est très étendue. C'est ainsi qu'il est possible de se souvenir de ce que l'on a vu, touché, dit, etc. La mémoire de travail, quant à elle, est la seconde catégorie qui va permettre à l'esprit de retenir quelques secondes à quelques minutes les événements dès l'instant qu'ils sont connus du cerveau. L'exemple le plus classique de la mémoire de travail est celui de la recherche d'un objet que l'on a égaré tout en évitant les endroits où l'on sait pertinemment qu'il ne sera pas. La mémoire à long terme est la troisième catégorie de mémoire temporelle. Il s'agit de la mémoire que tout le monde connaît et qui résulte d'un stockage durable à l'intérieur de certaines zones du cerveau que nous verrons par la suite. Le terme d'engramme désigne les phénomènes physiques de la mémoire à l'intérieur des circuits nerveux. Les chercheurs en neuropsychologie possèdent la preuve du transfert de manière continue des informations entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Ce processus porte le nom de consolidation. Voyons maintenant, après cette présentation des différentes variétés de mémoire, le support précis, c'est-à-dire le substrat de la mémoire à l'intérieur du cerveau. Il s'agit du système limbique que nous allons voir en détail. Approchons-nous du système limbique et pour une meilleure visibilité, supprimons les deux hémisphères cérébraux. Le système limbique est situé à la base du cerveau, comme s'il était pris en étau entre les deux lobes temporaux, c'est-à-dire les deux côtés du cerveau. En dehors de la mémoire, il s'agit d'un organe qui gère les comportements spécifiques d'une espèce, la navigation dans l'espace, la vulnérabilité au stress et sans doute d'autres fonctions peu connues pour l'instant. La flèche rouge nous indique à cet instant l'amygdale en vert foncé, située à l'intérieur du lobe temporal que nous ne voyons pas ici. Elle survole maintenant l'hippocampe en vert clair. Désigne le noyau de Meiner en jaune, s'arrête un instant sur le corps mammillaire et survole enfin le thalamus. En dehors du cortex temporal, c'est-à-dire la partie du cerveau correspondant aux tempes, nous venons de voir les zones anatomiques cérébrales responsables des différentes variétés de mémoire
cités précédemment. Plus précisément, le système limbique n'est pas véritablement un endroit de stockage de la mémoire à proprement parler, mais plutôt un système qui permet la liaison de divers fragments épars de mémoire. Une lésion du système limbique ne dégrade pas les souvenirs, mais perturbe le rappel conscient sous la forme de mémoire déclarative dont nous avons parlé précédemment. Le terme d'amnésie désigne la diminution, voire la perte totale de la mémoire. En réalité, il faut différencier l'amnésie rétrograde, qui est l'impossibilité de se souvenir des faits qui sont survenus avant l'installation de l'amnésie, et l'amnésie antérograde, qui est l'impossibilité de former et d'enregistrer, voire de se rappeler, de nouveaux souvenirs depuis la survenue de l'incident ayant entraîné l'amnésie. Autrement dit, l'incapacité de retrouver des souvenirs déjà fixés anciennement est l'amnésie rétrograde. À l'opposé, l'impossibilité de fixer de nouvelles connaissances est l'amnésie antérograde. Ces deux types d'amnésie sont assez fréquemment présentes en même temps. Voici un exemple pour mieux comprendre. Si un patient consulte en urgence et se plaint de ne plus se souvenir de son identité alors qu'il se souvient parfaitement de ce qu'il a fait quelques heures avant la consultation, c'est-à-dire après que soit survenu l'incident ayant entraîné l'amnésie, il s'agit d'une amnésie rétrograde. Dans le cas contraire, il s'agit d'une amnésie antérograde, comme par exemple le fait de se souvenir parfaitement des événements qui sont arrivés après le début de l'amnésie, par exemple être venu en voiture aux urgences. Voyons maintenant la mémoire sémantique. La mémoire sémantique est la mémoire des connaissances définitives. Par exemple, se souvenir combien il y a de jours dans la semaine et quels sont-ils. Si la zone située sur les côtés du cerveau correspondant au cortex temporal est lésée, ceci aboutit à des troubles de la mémoire sémantique. La mémoire déclarative, appelée également mémoire explicite, concerne les connaissances sur le monde qui nous environne. Par exemple, les souvenirs personnels font partie de la mémoire déclarative. Ils peuvent être appelés de manière consciente à la mémoire. La mémoire épisodique est l'exemple même d'une mémoire déclarative ou explicite. Le terme de fonction exécutive désigne les activités mentales de planification et de régulation des comportements. On considère les fonctions exécutives comme l'unité organisatrice du cerveau en relation directe avec la mémoire de travail. Les fonctions exécutives sont tout particulièrement perturbées chez les patients souffrant de démence. Comment l'expérience et l'acquisition de nouvelles informations modifient-elles le cerveau et plus précisément, on s'en doute, les circuits existants à l'intérieur du cerveau? C'est ce que nous allons tenter de démontrer maintenant. Pour cela, voyons ce que sont les dendrites. Les dendrites, tels que nous pouvons les observer sur ces images, sont des prolongements de la membrane des neurones permettant d'établir de nouvelles synapses. Ceci concerne essentiellement les neurones complexes, c'est-à-dire les neurones pyramidaux qui possèdent 95% de leurs synapses au niveau des dendrites. Rappelons qu'une synapse est la zone de contact entre deux neurones et que c'est au niveau des synapses que se produit le passage de l'influx nerveux entre deux cellules nerveuses. Approchons-nous des dendrites pour mieux saisir le phénomène. Un zoom puissant vers l'intérieur de la synapse, c'est-à-dire l'espace situé entre deux neurones, va nous permettre de comprendre de quelle manière l'influx nerveux passe du neurone en bleu vers le neurone en vert, autrement dit comment la communication s'effectue. Les minuscules grains jaunes sont des neuromédiateurs. Ils transmettent l'influx nerveux en quelque sorte, autorisant ainsi le passage entre les deux neurones. Mais ceci n'est pas suffisant pour expliquer le phénomène de la mémoire. Pour cela, il est nécessaire de visualiser comment les neurones sont capables de construire de nouvelles synapses qui résultent de la croissance de nouvelles terminaisons des axones. Il s'agit donc d'une réorganisation locale d'un circuit dans une certaine région du cerveau. La constitution de nouvelles synapses indique qu'il s'opère des modifications à l'intérieur des circuits qui existent déjà dans le cerveau. Ce phénomène sous-tend la mémoire. Ainsi, le cerveau, grâce à la constitution de nouvelles dendrites, traite l'information et produit de nouveaux comportements. Il s'agit donc de circuits qui subissent des modifications pour fabriquer des souvenirs. Nous voyons ici de quelle manière le cerveau
Nous voyons ici de quelle manière le cerveau s'y prend pour acquérir de nouveaux souvenirs.